Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le pacte mondial sur les migrations approuvé à Marrakech, adoption par 150 pays sur les 193 représentés à l'ONU. Une quinzaine d'États ont fait part de leur retrait ou du gel de leur décision sur ce pacte controversé, texte pourtant destiné à renforcer la coopération internationale pour une migration plus sûre. On va en parler dans un instant avec mes invités. Après Ethiopian Mozambique Airlines, fruit de la collaboration avec le Mozambique, le géant éthiopien Ethiopian Airlines élargit la toile qu'il tisse sur le ciel africain. Véritable offensive de la compagnie éthiopienne qui s'allie officiellement au Ghana. Un partenariat stratégique public-privé qui devrait permettre à Accra de lancer prochainement sa compagnie aérienne nationale. Au programme également, zoom sur la reprise progressive de l'économie nigériane. La Banque centrale table sur une croissance de 1,75% au terme de 2018. À la même période l'an dernier, la première puissance économique d'Afrique, alors en pleine récession, enregistrait une croissance d'à peine 0,8%. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Maître Adoté Blivi, bonsoir. Bonsoir Zara, bonsoir tous les téléspectateurs. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat au barreau de Paris. À mes côtés également, Willy Elfej, Miabatoussa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en marketing. Merci à tous les deux donc d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, l'actualité politique. Le pacte mondial sur les migrations piloté par l'Organisation des Nations Unies a donc été adopté ce lundi au Maroc. Premier pacte de l'histoire censé assurer des migrations sûres, ordonnées, régulières par le biais d'une coopération internationale. C'est en tout cas ce qu'indique ce texte. Seulement, voilà, ce texte polarise les critiques, notamment des nationalistes et des pays qui défendent une ligne dure à l'égard de l'immigration. Les États-Unis, par exemple, s'étaient déjà retirés de l'élaboration du texte. C'était en décembre 2017. On fait le point avec Amina Tabari. Au Maroc, le phénomène migratoire a fait l'objet ce lundi 10 décembre d'une rencontre importante. Le rendez-vous tenu sous l'égide des Nations Unies a été présidé par le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita. L'événement s'est conclu par la signature du pacte mondial des migrations, un pacte formellement approuvé à Marrakech en présence des représentants de plus de 150 pays. Nous ne devons pas succomber à la peur et aux faux narratifs sur la migration. Le pacte permettra une coopération internationale pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Cette conférence de Marrakech constitue une étape purement formelle dans le processus. Le sujet déchaîne les passions et ne fait pas l'unanimité, puisqu'une quinzaine de pays ont fait part de leur retrait ou du gel de leurs décisions sur le pacte. La plupart des pays européens, occidentaux, ont refusé de signer ce pacte-là, ce pacte que pourtant en 2016, ils s'étaient tous engagés à signer et ils ne veulent pas donner une raison aux populations de pouvoir penser que voilà, la gestion des migrations ne sera plus le fait de leur pays, mais ce sera le fait de quelqu'un de l'extérieur. Ce pacte compte 23 objectifs de coopération, des ambitions communes et responsabilités partagées en matière de migration. Il doit encore faire l'objet d'un ultime vote de ratification le 19 décembre à l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, un texte effectivement très controversé. On rappelle qu'au départ, ce sont 190 pays qui ont accepté donc de ratifier le texte. C'était lors des travaux en 2016. Ensuite, avec l'arrivée du président américain Donald Trump, les Américains se sont retirés de l'accord et finalement, ce sont 150 pays qui ont accepté de ratifier l'accord. Il convient peut-être de rappeler dans un premier temps, de revenir, Maître Adoté Blivi, sur les raisons qui explique un petit peu ce désistement de la part de ces États-là. Est-ce que finalement ce sont un corpus idéologique différent qui est intervenu au cours de ce laps de temps? Alors, il faut reconnaître que la migration, d'abord, c'est un phénomène qui existe depuis la nuit des temps. Selon que vous êtes en position de force ou non, vous décidez de qui rentrez-vous, qui ne rentre pas. Nous avons vu que la plupart du temps, les signataires, la plupart des pays qui ont assisté à ce pacte, ce sont des pays
peu développés, du moins en voie de développement. Les pays développés sont très réservés là-dessus. Il y a au beau milieu de ça une politique de bon enfant qui existait avant l'arrivée du président Trump. Trump est arrivé, il a posé ses jalons, il a dit exactement ce que la plupart des pays occidentaux pensent, mais ne le disent pas. C'est-à-dire qu'on fait preuve de bonnes intentions, on donne une bonne image, on veut faire plaisir, on prend de bons tests qu'on n'applique jamais. Dites-vous que c'est une question de résolution qui va être adoptée à l'Assemblée générale des Nations unies, qui par ailleurs ne sont pas obligatoires. Ce sont des tests qui sont là, qui n'ont pas une valeur coercitive. Donc, on va faire plaisir aux pays en voie de développement. Trump a compris le phénomène en imposant des restrictions d'entrée sur son territoire. Et évidemment, il est suivi aujourd'hui par le nouveau président brésilien. Nous avons vu que donc des mutations finalement politiques assez importantes, très politiques, qui sont intervenues et qui peuvent expliquer effectivement le désistement de ces 15 pays finalement qui ont décidé que on ne va pas faire partie de ce protocole-là. Willy Elfej, Miaba, tout ça. Alors, mon avis, en fait, il est tout autre, en fait. Je ne pense pas qu'il y ait eu des... En fait, pour résumer la situation, je pense qu'il y a deux courants aujourd'hui qui s'opposent. On a d'une part ceux qui se disent partisans du multilatéralisme, donc le renforcement de toutes ces institutions planétaires. Et concernant le président Trump, il n'y a pas de surprise véritablement puisqu'il est dans la continuité de sa politique. Il fait ce qu'il a dit finalement. C'est quelqu'un qui a fait campagne justement sur la question migratoire, il l'a placé au centre de sa stratégie, il est partisan du repli sur soi et on a compris aussi qu'il envoie valser quand ça lui chante un certain nombre d'accords internationaux. Donc là, il n'y a pas de surprise. Maintenant, concernant les autres pays qui se sont retirés, je pense que c'est à mettre en perspective avant tout parce que j'ai observé il y a énormément de pays européens, mais quels pays européens? Il faut aussi rappeler aussi que le contexte dans lequel nous sommes, à savoir l'approche des élections européennes en 2019, et on comprend facilement que les courants dits nationalistes ou souverainistes, qui sont donc partisans du repli sur soi d'une certaine manière, jouent un peu, si vous voulez, sur ce phénomène qui, on le sait, déchaîne des passions, mais plus pour des portées électoralistes, on va dire. Moi, c'est comme ça que je le vois, puisque on a vu par exemple en France aujourd'hui que cette question et même certains leaders politiques ont osé justement greffer justement la question de l'accord du pacte de Marrakech sur le phénomène dit des gilets jaunes. Donc il y a, on va dire, une instrumentalisation. Il y a une part d'instrumentalisation, mais on reste, si vous voulez, dans un jeu politique. Moi, je pense que c'est comme ça, parce que il ne faut pas mésestimer, si vous voulez, la connaissance des peuples. Aujourd'hui, le discours porté par l'immigration, il est avant tout brandi par les hommes politiques. Et ça, c'est un détail à prendre en considération et qui rentre forcément en ligne de compte dans tout le flot de contestation que l'on voit se manifester depuis quelques jours. Alors, comment comprendre vraiment ces réticences autour de ce pacte mondial des migrations, alors que finalement la souveraineté de chaque État est maintenue, parce que effectivement ce texte est non contraignant, Maître Adoté Blivi. Comment comprendre cela? Ah oui, est-ce que peut-être il y a eu un phénomène de... les États n'ont pas bien compris... Non, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est la politique, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est dans tous ces États-là, dans tous ces esprits-là. Il faut comprendre que l'immigration est aujourd'hui, dans les pays développés, l'élément fondamental autour duquel se grèvent toutes les élections, que ce soit présidentielles, que ce soit municipales, européennes surtout. Tous les hommes politiques, vous voyez Salvini en Italie, quand il est arrivé avec le chiffon rouge de l'immigration, tout le monde l'a porté au pouvoir. C'est ce qui va arriver, hein. Ce n'est pas que je suis en train de prophétiser, mais il est certain que la plupart des pays européens aujourd'hui et dans le monde, les grands pays, ont cette peur de l'immigration, surtout qu'ils pensent, à tort ou à raison, que l'immigration est la base de tous les maux que connaissent leurs ressortissants. Même au niveau de la France, moi je vais prendre, puisque nous sommes en France, au niveau de la France, vous avez des avocats, des médecins, des grands chercheurs
qui demandent des visas pour venir assister à des colloques, à des séminaires, à des conférences, on leur refuse au seul motif qu'il y a un risque d'immigration. Donc vous voyez, c'est toujours ça l'arrière-pensée. Donc que les États se retirent aujourd'hui, il y en a qui ont été courageux au départ, dès le départ, qui l'ont fait, mais d'autres en suivant Trump, parce que Trump, lui, il y va franco, il ne lésine pas sur les moyens. Le ministre des Affaires étrangères brésilien aujourd'hui se trouve à Marrakech, a approuvé le test, mais celui qui est désigné pour lui succéder ne le veut pas. Alors vous voyez, donc ça dépend, c'est une question de politique nationale d'abord, et ensuite de politique internationale. Alors justement, on va rentrer peut-être un peu plus au cœur de ce texte. Alors l'objectif de ce pacte mondial est bien sûr d'aboutir à des migrations plus sûres. Il s'agit d'un texte de 40 pages, assez compliqué quand même à lire. Et dans le fond, c'est finalement 23 objectifs qui sont censés renforcer les droits des migrants. En gros, c'est un code international pour inciter à la bonne conduite, à la collaboration entre les États. Maître Adoté-Blivi, vous qui êtes justement avocat, il y a un vide juridique autour de la collaboration entre les États au niveau de la politique migratoire? Oui, pensez-vous que celui qui va quitter l'Afrique pour venir en Europe ou bien ailleurs va penser à ce pacte avant de partir? Pensez-vous que les trafiquants qui leur prennent énormément d'argent vont penser à ça? Non, le vide juridique va exister, va continuer à exister, d'autant plus que le test est non contraignant. À partir de là, les pays vont chacun se recroqueviller derrière leur souveraineté, prendre des dispositions. Combien de fois la France n'a pas été condamnée pour l'immigration mal régulée, le non-respect finalement des droits des migrants. Voilà, des principes les plus minimales, les plus simples principes ne sont pas respectés. Donc ce sera toujours un vide juridique qui va être exploité par les États et on continuera de cette façon-là. Willy El-Fehj-Miaba, tout ça. Alors, moi, je vais être un peu plus nuancé quand même. Parce que si on s'intéresse un peu à la quintessence même de ce pacte, on parle de pacte pour rendre l'immigration plus sûre, plus ordonnée et plus régulière. Donc déjà, partant de ce postulat, il y a la dimension non contraignante, effectivement, qui peut poser problème, mais j'aime à croire que ça peut aussi faire naître une certaine forme de volontarisme. Parce que dans ce que vous avez dit, vous avez évoqué, vous avez résumé les choses très bien, sauf que ce que moi je pointe du doigt en règle générale quand il s'agit des migrations, c'est aussi le manque d'implication de certains États. Et si on s'intéresse un peu à ce texte, vous avez dit une 40aine de pages pour environ 23 propositions. Moi, ce que je vois, c'est une meilleure coordination et une meilleure coopération entre les États. Quand vous prenez, par exemple, simplement l'Union européenne, par exemple, qui aujourd'hui est quand même bien organisée, on se rend compte que même la question migratoire aujourd'hui pose des problèmes. Pourquoi? Parce que la coordination entre les États n'est pas totalement effective. Alors, si ça peut permettre de créer une forme de cohésion globale au niveau de tous ces pays qui ont accepté, c'est, je pense, de bon augure. Après, effectivement, on peut toujours penser que certains pays vont par la suite choisir ou pas d'appliquer les différentes propositions du fait que ce soit non contraignant, mais partant du principe déjà que le caractère non contraignant n'est pas forcément négatif. Et je vais juste faire une petite passerelle. Quand on parle de l'accord de Paris sur le climat, celui-là aussi est un accord qui a fait couler de l'encre et qui aussi naturellement n'est pas contraignant. Et donc du coup, je pense qu'il y a d'abord avant tout cette nécessité aussi peut-être de décrisper aussi le débat vis-à-vis d'un sujet qui, on le sait, fait couler de l'encre. Et je ne suis pas tout à fait pessimiste quant à la bonne mise en œuvre de ce pacte. Alors, Maître Adoté-Blivi, vous, si je suis bien votre pensée, en tout cas exprimée il y a quelques instants, il aurait fallu que ce texte soit contraignant finalement, pour qu'il soit véritablement appliqué. Non, contraignant, ça va être difficile. Mais l'esprit du texte aujourd'hui ne lui permet pas d'être contraignant. Parce que si on demandait à ce que le texte soit contraignant aujourd'hui, on aurait moins de 150. Vous aurez tous les pays du tiers-monde qui sont les premiers d'ailleurs à signer, mais les pays développés, vous ne trouvez plus personne. Pensez-vous que ces pays-là vont intégrer dans leur législation interne le pacte sur l'immigration? Non. Alors la solution, c'est quoi? Pour ma part, je pense qu'il appartiendra aux pays les moins développés
de pratiquer des politiques permettant à leurs ressortissants de moins immigrer. Il y aura toujours de l'immigration, c'est intrinsèque à l'être humain. On ne va pas dire aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, plus personne ne va immigrer. C'est faux. Mais la plupart du temps, c'est fonction de la politique pratiquée sur place, les guerres, les déportations, ce sont ces éléments-là qui favorisent l'immigration. Il appartient donc aux États de mettre en place des immigrations. Les pays les plus développés peuvent aider les pays en voie de développement à maîtriser cette immigration en évitant, par exemple, en ne favorisant pas certaines pratiques entraînant des guerres, en ne divisant pas les peuples entre eux, et les pays du tiers-monde eux-mêmes de pratiquer une politique leur permettant de pouvoir retenir sur place leurs ressortissants, qui favoriserait d'ailleurs le développement de ces pays. Willy Elfège ? Alors, quant à la proposition qui consiste à empêcher les gens d'immigrer, moi je pense que là c'est assez utopiste parce que l'immigration, je ne pense pas qu'on pourra la stopper. En revanche, en mettant... C'est ce que j'ai dit. Voilà. C'est pas ce que j'ai dit. D'accord, bon. C'est peut-être s'attaquer aux problèmes structurels qui font que certains mais là, les voies de l'immigration. Là, si vous voulez, on déplace un peu le débat parce que ça dépend maintenant de chaque pays et de la manière aussi. Oui, mais ça fait quand même partie des points évoqués dans Alors, le seulement, il y a quand même aussi quelque chose d'assez intéressant quand vous parlez de ces 23 propositions et qui, pour moi, à mon avis, mérite d'être approfondi. C'est tout ce qui se rapporte à l'accueil justement de ces migrants, parce que pourquoi j'ai mis l'accent sur la coopération qui pour moi est intéressante, parce que déjà on ne peut pas stopper l'immigration, mais en revanche s'assurer d'une forme de traçabilité sur les flux migratoires qui aujourd'hui atteignent quand même en plus de 200 millions d'individus à travers le monde, oui. Ça c'est une bonne chose. Et puis aussi l'autre point que j'ai pu déceler dans les propositions, c'est cet accompagnement dans ceux qui seraient éventuellement volontaires pour un retour dans leur pays d'origine, parce que le lien qu'il peut avoir entre le pays de départ et le pays d'arrivée est nécessaire, je pense, si on veut permettre à ces migrants qui, de toute manière, s'ils veulent partir, on ne les retiendra pas. Ce lien-là, je pense, à mon avis, doit être approfondi. Donc, à mon avis, là où il faudrait creuser, c'est sur cette notion d'accompagnement. Et puis aussi, il y a un point qui est quand même assez important, on n'en parle pas assez, c'est que les migrants, pour la plupart, ils ne sont pas tous illégaux. Maintenant, si on parle des migrants illégaux, on a bien compris qu'aujourd'hui, beaucoup sont prêts à braver tous les dangers pour rejoindre ce qu'on pourrait qualifier d'Eldorado. Mais alors, le seul problème aujourd'hui, c'est que beaucoup y risquent leur vie, beaucoup subissent des fois des détentions arbitraires ou autres. Et il me semble que dans le cadre de ce pacte, il y a aussi des clauses qui sont qui vont dans une logique d'interdire un peu ce type d'arrestation et favoriser un meilleur accueil. Donc après, comme j'ai dit, je ne suis pas totalement pessimiste, mais maintenant je pense qu'il y a quand même de bonnes choses. On ne peut pas forcément totalement cracher dans la soupe de ce pacte. Alors on va continuer d'en parler juste après cette courte pause. À tout de suite.